Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. L'invité de ce soir, Abdoulaye Sakho, professeur agrégé en droit public et spécialiste du droit du sport et du droit économique, premier directeur de l'école doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, directeur fondateur du master droit du sport à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Vous vous êtes illustré récemment par une tribune publiée par plusieurs journaux qui, pour relever les défis du football africain après le FIFA Gate, c'est le titre de cet article, un scandale sanctionné par la mise à l'écart du président de l'instance suprême du football mondial, Sepp Blatter, et la suspension également de la candidature de Michel Platini, président de l'UEFA. Le président de la CAF, Issa Hayatou, est désigné président par intérim de la FIFA. Pour vous, cette crise est une opportunité pour l'Afrique. Comment ? Oui, malheureusement, comme je l'ai dit dans le papier, pour toute crise, il y a des opportunités pour qui sait en tirer profit. Alors aujourd'hui, pourquoi c'est une opportunité? Parce que nous sommes dans une organisation internationale qui regroupe la quasi-totalité des pays de ce monde, plus que l'ONU d'ailleurs, et dans laquelle les voix africaines, quand je dis les voix africaines, je ne parle pas en termes de voix électorales, mais je parle en termes de puissance et de prise en compte des préoccupations africaines, elles ne comptent pas beaucoup. Aujourd'hui, si je prends le football, il s'est très bien développé sur presque tous les autres continents, mais en Afrique, on est en balbutiement en termes de professionnalisme. Et cela pose beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, le paradoxe, Monsieur Khan, c'est que si vous avez envie de regarder les produits africains faire le spectacle en Europe, certainement vous allez aller dans une chaîne à péage et vous allez sortir votre argent pour les payer. Et qu'est-ce que ça, en retour, l'Afrique gagne dessus? Presque pas grand-chose. C'est pour ça que je me suis dit, bon, il y a un intérim qui est là, qui provient... Issa Hayatou. Qui n'est pas un homme neuf aussi, non? Pas du tout, pas du tout. Hein? Il est même, peut-être, certains diraient qu'il a même un peu trop duré à la tête de la CAF, oui. Et peut-être à la FIFA. C'est un des points faibles de la FIFA que de laisser des gens rester très très longtemps là-dedans. C'est peut-être aussi leur point fort, j'en sais rien. Mais ce qui se passe avec Hayatou, c'est que c'est un Africain, nous devons en être fiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont mis en cause de manière officielle. Lui, très souvent, il y a des rumeurs autour de Hayatou, oui. Mais j'avoue que jusqu'à présent, on n'a encore rien sorti. Je dis bien jusqu'à présent. Ça peut arriver, mais pour l'instant, moi, je suis très très fier qu'on ne l'ait pas encore mis en cause. On a tenté également de mettre en cause les dirigeants sud-africains, mais pour l'instant, ils n'ont été convoqués ni par un juge européen, ni par un juge africain, ni par la justice sportive. Et de ce point de vue, moi, je dis qu'il n'y a aucun problème pour ce qui concerne l'intérim de Hayatou. Alors, ce que je peux conseiller, et c'est pour ça que je dis que c'est une opportunité, je crois que Hayatou a l'occasion de faire une belle sortie, ça c'est une première chose, mais deuxièmement, de faire en sorte qu'on puisse préparer un processus qui pourrait arriver à un mode de gouvernance de la FIFA. Ce processus, ça peut être de la réflexion, ça peut être de l'action. Un mode de gouvernance de la FIFA qui soit peut-être un peu plus transparent et surtout plus équitable vis-à-vis des différents continents qu'il y a dans la FIFA. Alors, il y a une crise morale profonde que traverse la FIFA aujourd'hui. La Chambre d'appel même a confirmé la suspension de Michel Platini, qui se défend quand même, il faut le souligner. Le Grand Beckenbauer fait l'objet également d'une enquête pour la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne et celle de 2018 qui aura lieu en Russie, tout en respectant le principe de la présomption d'innocence. Et vous le soulignez dans votre texte, vous concluez que la FIFA ne sera plus gouvernée comme actuellement. Un Africain serait-il un président idéal pour la FIFA? Absolument. Je crois que ça aurait pu être possible. Maintenant, il faut trouver l'homme. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis, au-delà de la question de l'homme, de la candidature africaine, il faut s'organiser pour que les idées qui portent les préoccupations de l'Afrique soient là. Et c'est ça la stratégie que nous, Africains, devons avoir aujourd'hui. À défaut d'avoir un candidat, on peut s'organiser pour être peut-être derrière un candidat qui est peut-être le plus idéal par rapport à ce poste-là et qu'on lui fasse prendre des engagements comme quoi il prendrait en considération nos préoccupations. Et c'est ça la stratégie que moi je préconise. À défaut d'avoir une personnalité africaine candidate, ça peut surgir, hein. Je ne les connais pas très bien, j'avoue. Oui, et puis on sait aussi, bon, dans les instances internationales, il y a des réalités. Hein. Il y a eu d'abord João Havelange qui a régné sur le football mondial, le Brésilien, absolument, pendant des années et des années. Après, c'est Sepp Blatter qui a également duré à la tête de la FIFA. Vous pensez que ce devrait être le tour de notre continent? Pourquoi pas? Si on doit faire de la rotation, pourquoi pas? Bon, malheureusement, sur l'intérim de Hayatou, c'est une question de doyen d'âge.
bon, c'est le vice-président le plus âgé, c'est un mérite aussi, parce qu'il est encore là-bas. Mais je crois qu'il faudrait trouver des hommes neufs. C'est pour ça, dans mon article, j'en appelle à quelque chose sur lequel on ne prête pas tellement attention aujourd'hui, mais il y a une tendance dans les organisations sportives internationales et même nationales à ce que d'anciens pratiquants qui connaissent très bien le haut niveau puissent se retrouver dans le management. Ce sont des gens qui, au départ, on les prenait pour des gens qui n'ont que du muscle. Oui. Aujourd'hui, de plus en plus, ils se retournent vers le management et ils commencent à gérer. Évidemment, avec tout ce que ça comporte. Aujourd'hui, j'ai un peu mal quand je vois Beckenbauer, quand je vois Michel Platini. Ce sont des gens qui sont des icônes du terrain. Oui, quand je les vois dans cette posture, j'avoue que moi, en tant que sportif, en tant que spectateur, fan de foot, j'ai un peu mal quand je vois cela. Absolument. Mais c'est inévitable. C'est par ce biais-là peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Et vous invitez les anciennes stars du foot africain à s'impliquer davantage pour, dites-vous, une gestion transparente et une répartition équitable des produits du football mondial. Dakar abrite justement du 3 au 5 novembre prochain une conférence ministérielle africaine sur la propriété intellectuelle pour une Afrique émergente. Y a-t-il un lien entre les leçons à tirer de cette affaire FIFA Gate et cette prochaine conférence de Dakar? Oui, un lien très fort que je m'évertue et que beaucoup de gens à travers le monde s'évertuent également à mettre en relation. Aujourd'hui, vous savez, M. Khan, la richesse aujourd'hui, elle est immatérielle. Quand je dis immatériel, c'est des recherches et c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la propriété intellectuelle. Ce sont ces choses-là qui sont devenues de vraies richesses au détriment de ce que nous, sur lequel nous courons toujours, le foncier, les immeubles et tout cela. Aujourd'hui, avoir la propriété immatérielle, la propriété immobilière, elle est devenue très importante. Et le sport l'a compris très vite. Et il l'a compris très vite. Il a tellement compris qu'il y a, je ne vais pas faire de publicité, mais de grands clubs que l'on nomme aujourd'hui, Real Madrid, Barcelone et tout ça, c'est des marques déposées. Et ces marques-là, aujourd'hui, si vous voulez les utiliser, vous êtes obligé de payer énormément. Et ne serait-ce que cela, ces droits de marque donnent énormément à ces clubs-là. Les équipes nationales, aujourd'hui, jouent derrière des marques. Les hommes, les sportifs de très haut niveau, de renommée internationale, jouent à travers également les marques. Vous pouvez avoir une équipe nationale sponsorisée par telle marque et puis avoir un joueur sponsorisé par telle autre marque. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que c'est important. Regardez aujourd'hui un autre paradoxe. Le Dakar, il se déroule où? Eh ouais. Le Dakar, c'est le nom de notre ville. Oui, absolument. Maintenant, direction, c'est en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Oui, en Argentine. Qu'est-ce que nous avons gagné à donner cela? Au départ, c'était Paris-Dakar. Certainement, les Parisiens et la municipalité de Paris ou l'État français a dit si vous utilisez Paris, vous allez nous payer. Parce que lors des Jeux de 2012, ils ont déposé la marque Paris 2012, Paris 2014, Paris machin. Nous, qu'est-ce qu'on a eu? Je ne sais pas. J'avoue que je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir ce que la municipalité ou l'État du Sénégal a fait pour protéger cela. Mais je trouve désolant que le nom de notre commune, de notre capitale, soit utilisé pour un sport qui est un sport professionnel, un sport lucratif. Dans un autre continent. En tout cas, Dakar, c'est la capitale sénégalaise, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Oui. Donc, il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Est-ce qu'on a déposé le nom Dakar quelque part? Je n'en sais rien. Et même dans les produits comme le vin, comme le fromage, le champagne et tout ça, c'est des appellations d'origine contrôlée. Alors, pour revenir au football, dans les championnats européens, dans les compétitions européennes comme les compétitions mondiales, il y a quand même de grands footballeurs africains qui font partie du spectacle et qui jouent un rôle majeur. Vous faites partie de ceux qui disent que l'Afrique doit réclamer sa part de propriété intellectuelle. Absolument. Comment y arriver? Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Quelquefois même, certains peuvent vous dire que ce n'est pas moral. Parce que ceux qui participent à ce spectacle sont payés par un club, par tel et tel. Moi, je dis, je pars de l'esprit qui a guidé ce qu'ils appellent les indemnités de solidarité, les indemnités de formation. Quand un joueur quitte l'Afrique, il est formé ici, il va en Europe, et chaque fois qu'il y a un transfert, il y a des soultes qui sont payées aux différents clubs par lesquels ils sont passés. Et comme on ne reconnaît pas trop bien la formation en Afrique, la FIFA a inventé ce qu'ils appellent l'indemnité de solidarité. Et les petits clubs là qu'on retrouve dans les quartiers peuvent bénéficier de cela. Les transferts de Djelaboudi, de tous ces gens-là, les petits clubs peuvent retrouver. Ça veut dire que la FIFA s'est rendu compte que dans des pays pauvres, ils ont quand même besoin de cela. Et pourquoi pas dans les droits de télé? Aujourd'hui, ces gens et ces Africains qui participent à ce spectacle, même s'ils sont payés personnellement, s'ils sont payés par leur club, je crois qu'il serait décent, qu'il ne serait pas indécent de dire que leur pays d'origine ou leur fédération d'origine devrait pouvoir bénéficier des droits de télé qui sont les mannes sur lesquelles on repose aujourd'hui. Et je vous dis une chose, vous connaissez très bien la télévision, comment ça fonctionne, vous connaissez très bien comment la télévision soutient le cinéma aujourd'hui, sans faire de publicité. Vous savez que le cinéma français est totalement maintenu par Canal. Et Canal aujourd'hui est maintenu grâce au sport. Et les sports aujourd'hui, ils sont en train d'être concurrencés par une autre chaîne et ça peut poser des problèmes. Et on crie aujourd'hui en France sur la mort du cinéma français si Canal perd tous ces droits-là. Alors,
Il y a quelque chose à faire pour nous. Et surtout que cet argent pourrait être utilisé pour financer aussi notre sport. Absolument. Qui manque terriblement d'argent. Et qui compte sur l'État. L'État, aujourd'hui, tout le monde compte sur l'État. Moi, je dis que ça suffit. Ça suffit. Il nous faudrait inventer un autre mode de financement de nos différentes activités, surtout ce genre d'activité qui est le sport, qui doit pouvoir générer ses propres ressources. Et il suffit juste de s'y mettre et de faire ce qu'il faut. Évidemment, ce n'est pas avec les clubs tels qu'ils sont organisés qu'on va y arriver. Et vous êtes vice-président du Jaraaf de Dakar. Avec tout ce que quand on voit les clubs traditionnels, la situation dans laquelle ils se trouvent, la Jeanne d'Arc se débat au bas-fond du football sénégalais. Le Jaraaf aussi, bon, ça fait longtemps. Rien ne marche. C'est une question qu'il n'a pas gagné quelque chose d'important. Voilà. C'est une question de management, c'est une question d'organisation, mais pour le faire, c'est difficile parce qu'on vit toujours avec l'esprit du dirigeant qui prend en charge le joueur du quartier, qui lui donne un tout petit peu. On n'a pas organisé, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et de ce point de vue, on ne sait pas ces clubs appartiennent à qui. Personne ne sait. Aujourd'hui, et qui ne brillent pas en Afrique, sur la scène africaine. Ils ne peuvent pas briller. Ils ne peuvent pas briller. Tour, puis s'en va. Ils ne pourront jamais briller. Et nous sommes pourtant parmi les gens qui sont supposés être les plus grands connaisseurs quand vous entendez certains dirigeants de ces clubs parler à la télévision, surtout de l'équipe nationale de football du Sénégal. Vous avez l'impression que ces gens-là, il faut leur donner un club pour que ça marche. Ils sont dans des clubs, ils n'arrivent pas à bien marcher ce qu'il faut et ils tapent tout le temps sur l'équipe nationale du Sénégal. Il y a un problème quelque part. Justement, le sélectionneur Aliou Cissé, critiqué ces derniers temps, surtout après la défaite face à l'Algérie, en match amical. Critiques exagérées ou vous pensez qu'elles sont fondées? À mon avis, on peut prendre les deux. On peut prendre les deux parce que je crois qu'un match de football, c'est un jeu de hasard d'abord. Le football, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on oublie que le sport, c'est un jeu de hasard. On fait tout aujourd'hui pour diminuer les risques de perte et tout cela, et on essaie d'en faire une science. Ce n'est pas une science. Vous pouvez vous retrouver avec les 10 ou 11 meilleurs joueurs au monde et vous vous faites battre. Le Sénégal a battu ici la France qui était quelque chose d'extraordinaire à l'époque et personne ne s'y attendait. Donc je crois que pour certains c'est fondé. Ils font tout pour faire avancer. Mais pour d'autres, j'avoue que j'ai suivi un tout petit peu. Il y a des critiques qui me paraissent quelquefois exagérées. Et c'est peut-être la personnalité d'Aliou Cissé, c'est peut-être le fait qu'il occupe aujourd'hui un poste que beaucoup convoitaient. D'aucuns se disent que c'était peut-être pas le moment pour lui. Mais je crois qu'un garçon... Pourtant, une bonne partie de l'opinion l'a quand même réclamé. Oui, l'opinion l'a réclamé. Oui. Mais l'opinion, c'est différent de ceux qui critiquent. C'est ça le problème aujourd'hui. Ce garçon, il est arrivé à un poste, il l'a voulu. Il l'a cherché. Il a compétit même avec Giresse. Il n'est pas sorti. Il est revenu et il a aujourd'hui ce poste-là. Vous savez, Mamadou, quand vous arrivez quelque part, par moment, vous dérangez. Il y a des situations acquises que vous pouvez déranger. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Sans le faire exprès, vous pouvez déranger. Et ces intérêts que vous dérangez peuvent se dire, celui-là, bon, si on ne fait pas gaffe, il va peut-être nous mettre tout en l'air. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faudrait, quand on critique ou quand on examine ce qu'il est en train de faire, il faudrait partir d'abord de son vécu. Il a vécu quelque chose de fondamental et d'extraordinaire pour quelqu'un qui veut devenir entraîneur. Il a fait le très haut niveau. Quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas fait au Sénégal, c'est ce qui parle là. Et deuxièmement, il a conduit l'équipe du Sénégal également, quelque part. Troisièmement, aujourd'hui, il a fait ses diplômes. Je crois qu'il faudrait essayer de voir ce qu'il y a sur le terrain plutôt que de voir l'homme. Et s'armer de patience. Absolument. Absolument. Ouais. Le Barça, pour qu'il arrive à ça, vous savez, le Barça est un club centenaire. Hein. Ouais. Pour arriver à jouer comme il joue actuellement. Voilà. Dernière question, Abdoulaye Sakho, l'Olympisme mondial, la retraite de Lamine Diack, président de l'IAAF, qui est parti, mais avec Diagne Ndiaye qui arrive comme membre du comité international olympique sénégalais. Le passage de témoin est bien réussi. Oui, c'est une fierté pour... Vous savez, le Sénégal, ce n'est pas parce que je suis là que je le dis, on a eu de grands dirigeants quand même. Et aujourd'hui, que Lamine Diack parte sans casserole, c'est déjà quelque chose de très très bien. Même si certains ont quand même... Ils ont essayé, à un moment donné, ils ont essayé, ils ont fait ce qu'il fallait. Vous savez, il y a des postes, quand vous les occupez, ou des positions, vous ne pouvez pas échapper à ce genre de choses-là, parce que vous allez déranger quel que soit alpha quelqu'un. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il est parti. Il est parti et il y a un autre fils du Sénégal qui est là, j'allais dire un Africain. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il entre dans le mouvement olympique, c'est son rôle à lui maintenant. Et il lui appartient de faire en sorte que la manière dont Kéba Mbaye, dont Lamine Diack ont été pris dans ce mouvement olympique et dans ce mouvement sportif mondial, qu'il ait cette place-là lui aussi. Parce que je me souviens très bien de Mandela parlant de Kéba Mbaye, c'était quelque chose de, à la limite, d'émouvant. Donc il faudrait que lui également, il fasse ce qu'il faut pour que l'on puisse... Mais pour cela, si j'ai un conseil à donner à Diagne Ndiaye, je crois qu'il faudrait qu'il s'occupe un tout petit peu, beaucoup plus d'ailleurs, du sport local.
au niveau local. Il est très international, il est très connu au niveau international, mais je crois qu'au niveau local, on le connaît également, mais plutôt comme quelqu'un qu'on va solliciter pour des moyens. Or, avec un profil aussi de banquier, bien sûr, qui diffère un peu de ses prédécesseurs, en tout cas, au niveau du comité international olympique, Lamine Diack, Keba Mbaye, et même Iba Mar Diop dont on ne parle pas assez. Oui, on parle. C'était un grand homme aussi, je l'ai connu, le professeur Iba Mar Diop. Mais je crois qu'ils sont tous dans ce qu'il faut, ils ont leur métier. Ils ont décidé de se mettre au service de l'olympisme. L'olympisme, vous savez, c'est d'abord la gratuité, normalement. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est presque le bénévolat. Mais c'est le sport qui a changé de statut, qui fait de telle sorte qu'ils sont obligés quasiment de se mettre complètement au service de cela. Mais je crois qu'au niveau international, il n'aura peut-être pas de problème. Mais c'est au niveau local qu'il faudrait qu'ils prennent un tout petit peu plus en charge, qu'ils s'intéressent un peu plus à ce qui s'est fait ici, les différentes fédérations, parce que le mouvement olympique, c'est lui qui fédère les différentes fédérations qu'il y a ici. Et donc, c'est le conseil que je voudrais donner à M. Diagne Ndiaye, que je connais très bien et que je salue au passage. Qu'il soit prophète chez lui. Voilà. Avant de l'être sur l'international. S'il peut le faire, il faudrait qu'il ne soit pas perçu comme quelqu'un qui vient donner des moyens seulement, mais quelqu'un qui soit engagé et militant du sport, je crois qu'il l'est. Voilà. Merci, professeur Abdoulaye Sakho. Vous êtes professeur agrégé en droit privé et spécialiste du droit du sport. Chérif Diop, c'est fini pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, bonsoir.